Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, tu as 5 minutes ? 5 non. Mais 4,5 si ça peut te dépanner. Bon, je crois que ça peut. En quoi puis-je t'être utile ? Bien, il s'agit encore et toujours d'invention. Je sais bien qu'il est déconseillé d'avoir 2 fers au feu, mais il se trouve que j'ai, quant à moi, 4 fers en tête. Le fer à friser, le fer à cheval, le fer à repasser et le fer à souder. Et tu te demandes qui les a inventés ? C'est cela même. La réponse est simple. Tous les fers, et ils sont nombreux, car tu n'as pas mentionné le fer de lance et le fer à moulin, tous les fers sont réputés avoir été inventés par l'inventeur du fer. Qui est ? Mais qui est Vulcain. Le dieu Vulcain, alias Héphaïstos, dieu du feu, de la forge, des volcans et des métaux, et par voie de conséquence, patron des forgerons. Vulcain, dis-tu ? Jean-Pierre Vulcain ? Non, Vulcain tout court. Tout le monde l'appelle comme ça. On lui dit « Bonjour Vulcain, comment ça va Vulcain ?» Alors Vulcain s'agace, même sa femme, Vénus, la belle Vénus, l'appelle Vulcain dans l'intimité. Elle lui dit « Alors Vulcain, qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui ?» T'as compris la blague ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Voilà. Fer à friser, fer à souder, fer à cheval ou fer à repasser ? Elle est rigolote, hein, la femme de Vulcain, j'aurais pas cru. C'est pas toi qui ferais des blagues de ce calibre, ma pauvre Simone ? Mais non, que veux-tu ? Moi je suis plutôt du genre scientifique, cérébral, austère. Toujours est-il que Vulcain est typiquement ce qu'on appelle un homme à tout faire. Ah. Il a inventé le fer à friser pour sa femme, le fer à cheval pour son cheval, le fer à repasser pour les cas où le fer à passer n'a pas suffi, et le fer à souder pour la banque. Pour la banque... Oui, tu sais bien, quand le salaire du mois arrive trop tard sur le compte en banque et qu'on se trouve à découvert, le banquier vous dit « faudra faire la soudure ». Alors on apporte au banquier un gros lingot de fer pour patienter. C'est ce qu'on appelle le fer à souder. J'ignorais. Je vois ça. Et le fer de lance ? Ah, ça c'est une variété de fer que Vulcain a mise au point un jour qu'il était en déplacement à Lens, dans le Pas-de-Calais, parce qu'il était supporter du Racing Club de Lens. Il ratait pas un match. Et là, il avait 20 minutes d'avance, il savait pas quoi faire. Quoi faire ? Et il a inventé une variété de fer très pointu, qu'on a appelé le fer de lance. J'avais jamais entendu parler de ça. Alors on apprend à tout âge. Puisque tu m'as l'air particulièrement bien renseigné, quid du fer à lisser ? Toujours Vulcain. Cette fois-là, ça se passait à Athènes. Vulcain voulait construire un lycée pour faire plaisir à Aristote, mais il n'avait pas les matériaux nécessaires. Alors, il a conçu un fer spécial, une sorte de fer très instructif, et il l'a baptisé fer à lisser. Et une autre question ? Non, j'ai assez de fer sur la planche avec toutes ces informations stupéfiantes. Tant mieux, car le temps imparti est écoulé. Écoulé dans le bronze ? Oui, par crème solaire, le dieu égyptien du bronze. Oh là là, y a pas à dire, hein, ces histoires de fer, on en perd son hébreu. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je suis de bonne humeur, et c'est pourquoi, plutôt que d'évoquer l'invention de la mitraillette, je préfère évoquer celle du tire-bouchon. Évocation qui sera suivie, je suppose, de nombreux exercices pratiques. Ce n'est pas exclu. En attendant, je me permets de t'informer que, depuis 1795, à travers le monde, plus de 1000 brevets ont été déposés pour protéger des modèles plus ou moins astucieux de tire-bouchon. Citons, en vrac, le tire-bouchon à rotation d'Edward Thomason. 1802. Oui. Le levier pince de Levaux-le-Maître. 1854.
Le tire-bouchon à pignon et crémaillère de Lund et Hipkins. 1855. Le levier simple à un bras de Charles Hull. 1864. Le levier pompe d'Alphonse de Lavigne. 1873. Le levier composé de Marshall Vere. 1884. Le double levier de William Baker. Celui qui ressemble au général de Gaulle. 1888. Le tire-bouchon pneumatique de Franz Chaput. 1963. Le tire-bouchon à palan d'Aimé CPA. 1968. Et tant d'autres. Mais le tout premier tire-bouchon, dont on s'étonnera qu'il n'ait pas été inventé par l'inventeur du bouchon. Oui, c'est vrai. Il y a un bonhomme qui, dans le but de boucher des bouteilles, a inventé le bouchon de liège, le bouchon droit tel que nous le connaissons. Mais il ne s'est pas demandé comment on allait retirer ce bouchon. Ou alors, il se l'est demandé, mais il n'a pas trouvé la réponse. Et si personne après lui n'avait trouvé la réponse, l'humanité aurait bouché avec des bouchons de liège des milliards de bouteilles qu'elle n'aurait jamais pu déboucher. On est passé à 2 doigts de la gabegie. Oui, mais fort heureusement, en 1795, le pasteur anglais Samuel Henschel invente le tire-bouchon à extraction rotative. C'est-à-dire le tire-bouchon de base, tout simple, avec sa mèche en queue de cochon et son manche en corne de rhinocéros ou en buis. Ce qui aurait été cocasse, c'est que l'invention du tire-bouchon précède celle du bouchon. Oui, dans ce cas-là, le tire-bouchon n'aurait eu aucune raison de s'appeler tire-bouchon. Non. Il se sera appelé tirette, par exemple. Un gars invente la tirette, avec son manche en orme et sa mèche en queue de cochon, et il se demande ce qu'on pourrait faire de cette tirette. Assez logiquement, il a l'idée de l'enfoncer par rotation dans un matériau pas trop dur, mais pas trop mou non plus. Ouais, du liège, par exemple. Voilà. Il fabrique donc un petit cylindre en liège, un cylindre logiquement un peu moins long que la mèche de la tirette, et dont le diamètre est à peu près le double du diamètre de l'hélice de la mèche. Et en regardant l'objet qu'il vient de fabriquer, notre homme se demande quoi en faire. Et, un peu par hasard, en apercevant une bouteille, il s'avise que ce petit cylindre en liège est juste un peu plus gros que le goulot de la bouteille, et que par conséquent, vu son caractère malléable, il serait parfait pour boucher la bouteille. C'est ça. Il vient donc d'inventer un cylindre de liège qu'il décide, en raison de sa nouvelle fonction, de baptiser bouchon. Un bouchon qu'on pourra tout naturellement retirer le moment venu au moyen de la fameuse tirette, laquelle est instantanément rebaptisée tire-bouchon. Quelle belle histoire, hein. Ça s'arrose. Je l'avais dit que ça finirait comme ça. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Franchement, Simone, franchement, qui n'a pas chez lui au moins une écumoire? Qu'est-ce que tu me demandes? La liste exhaustive des gens qui n'ont pas d'écumoire chez eux? Il doit quand même y en avoir 3 ou 4 bons milliards. Non, je veux dire, parmi nos amis. Ça, nos amis, ils en ont tous au moins une, forcément, puisque c'est ce que tu leur offres systématiquement à Noël. Une écumoire. Bon, ben justement, nous avons tous une écumoire. Tous, ou presque tous, nous nous en servons. Grosso modo, de la même manière. Oui, à part quelques grands pervers. Mais nous n'en avons pas tous la même définition. Au hasard des dictionnaires, je vois l'écumoire définie comme un ustensile de cuisine en forme de large cuillère plate ou creuse, criblée de petits trous. Une écumoire, donc. Ou bien, ustensile de cuisine en forme de cuillère ronde, mince et percée de beaucoup de trous, servant à écumer la marmite. Toujours une écumoire. J'ai aussi ustensile de cuisine fait en forme de cuillère plate, percé de plusieurs petits trous et qui sert à écumer. Et chacun reconnaît l'écumoire. Ou encore, ustensile de cuisine composé d'un disque plat percé de trous et d'un manche, servant à retirer l'écume d'un liquide. Les autres ne parlaient pas du manche, mais c'est encore une écumoire. Oui, tout à fait. J'ai le trait laconique. Ustensile de cuisine servant à écumer. Là, c'est l'essence même de l'écumoire. Et enfin, Simone, cette définition bavarde, grande cuillère plate percée de trous, servant à écumer
ou à retirer des aliments du liquide où ils ont cuit. Bref, une écumoire. Et tout le monde est bien content, et tout le monde va se coucher. Ah non, Simone, moi je ne suis pas content, parce qu'il me reste à savoir qui a inventé l'écumoire. Si je te le dis, on va se coucher. Marché conclu. L'écumoire, comme beaucoup d'inventions fondamentales, est apparu par accident. C'est un paysan jurassien du nom de Gérard Paysan qui, en 1542, avait laissé traîner dans un coin une marmite de pot-au-feu dans laquelle trempait une grande louche en fer. En 1542, donc. En 1542, il oublie la marmite. C'est 14 ans plus tard, en 1556, qu'il la redécouvre. Pour en inspecter le contenu, il s'empare de la louche, brasse un peu, et s'étonne alors de ne remonter que des légumes et de la viande, mais pas de bouillon. La louche, bouffée par la rouille, ne retenait pas le bouillon. Elle ne remontait que le pot-au-feu proprement dit. Oui, dans quel état, après 14 ans? Non, ne te perds pas dans les détails. L'important est qu'il vient d'inventer l'écumoire. Il en entreprend alors la fabrication industrielle, c'est-à-dire qu'il met un lot de louches neuves dans un pot-au-feu avec l'intention de récupérer autant d'écumoires 14 ans plus tard. Mais il meurt entre-temps? Tout juste. Et c'est son fils Boniface qui a l'idée de faire les trous dans les louches avant que la rouille ne les fasse. Ah, à dormir debout, cette histoire. Cette histoire, oui. Mais nous, Nous, quoi? nous, on va dormir couchés, comme promis. Oh, j'ai plus sommeil. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Ce matin, si tu le permets, Simone, nous allons parler du dessous de plat. C'est étrange. Depuis que tu t'es mis au régime, toutes les inventions qui alimentent nos enrichissantes conversations tournent autour de la cuisine. Le tire-bouchon, l'écumoire, bientôt le couteau à fromage. Oui, la semaine prochaine, le couteau à fromage. Mais ce matin, le dessous de plat. Avec 2 traits d'union, s'il te plaît. C'est une entité. Ce n'est pas un simple agrégat de mots. Le dessous de plat d'un seul jet, d'une seule traite, d'un seul souffle. Le dessous de plat, c'est, selon le dictionnaire, un support sur lequel on dépose un plat généralement chaud pour protéger une table ou une nappe. On est d'accord. Et en ce sens, il y a beaucoup de trucs qui peuvent faire office de dessous de plat. Oui, un caillou plat, une rondelle de bois, un chiffon épais, un disque en osier, un oiseau plat en fer forgé, une plaque de verre suffisamment épaisse, une simple grille métallique, une omoplate d'éléphant. Tout à fait, Simone, tout à fait. C'est la raison pour laquelle on ne peut ni dater ni attribuer l'invention du dessous de plat, dans la mesure où... Ah oui, pardon, j'oubliais, une omoplate de Wapiti. Oui, si tu veux. Je disais donc que dans la mesure où des tas de choses peuvent servir de dessous de plat... Et aussi, pardon de t'interrompre, une omoplate de bison. C'est ça. Donc, on peut dire que le premier homme qui a posé quelque chose de chaud sur une pierre... Ou alors, ça me vient d'un seul coup, ou alors une omoplate de tapir. Tout à fait. Or, Simone, rien ne dit qu'il existait un langage articulé digne de ce nom au moment où ce premier homme, pour protéger ce qui lui servait de table... Omoplate d'impala, je l'ai dit? Non. Alors je le dis. Omoplate d'impala ou omoplate de gnou. En vertu de quoi il a très bien pu, cet homme, concevoir un dessous de plat, mais sans en être conscient, et surtout sans prononcer le mot, puisque... Également omoplate de kangourou, qui peut très bien faire l'affaire. Oui, puisque le mot plat lui-même, pour désigner un récipient de présentation... Omoplate de musaraigne, ça je l'ai pas dit et j'ai bien fait parce que c'est beaucoup trop petit pour faire un dessous de plat. Mais omoplate de tigre, pas d'hésitation, c'est parfait. Ça ne te gêne pas que je réfléchisse entre 2 omoplates? Plus que 2, chérie. Beaucoup plus que 2. Déjà, si tu prends omoplate de chameau, omoplate de gorille et omoplate de renne, ça t'en fait 3. Omoplate de morue, tu comptes pas? Tu plaisantes?
Ça n'a pas d'omoplate, une morue. Pas plus qu'un thon ou qu'une sardine. En revanche, tu peux faire un dessous de plat avec une sardine entière. Mais ça te fait une sardine grillée par-dessus et ça protège pas ta nappe. Non, omoplate de poisson, faut pas en parler. Mais omoplate de chacal ou de tamanoir, c'est parfait. Parfait, pourquoi? Eh ben, pour un dessous de plat. C'est bizarre, tu n'es pas ce qu'on dit ce matin. On dirait que tu te laisses distraire par je sais pas quoi. Non, ça va. Non, simplement, je cherchais dans ma tête un autre exemple de quelque chose qui pourrait servir de dessous de plat. Omoplate de yak. Bon, eh ben ok, merci, on a fait le tour, j'ai mon compte. Heureusement que tu m'as. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, c'est pas Marmite qui a inventé la marmite. C'est pas Mouchoir qui a inventé le mouchoir. C'est pas Machine à vapeur qui a inventé la machine à vapeur. C'est pas Moutarde qui a inventé la moutarde. C'est pas Machicoulis qui a inventé les machicoulis. Mais c'est Macadam qui a inventé le macadam. Ouais, tu as raison. Et c'est pas Briquet qui a inventé le briquet. C'est pas Bougie qui a inventé la bougie. C'est pas Batteur qui a inventé le batteur à soupe. C'est pas Bouchon qui a inventé le bouchon. C'est pas Bigoudi qui a inventé les bigoudis. C'est pas Bien qui a inventé le bien. Mais c'est Bic qui a inventé le bic. Oui, je sais. Et c'est pas Cirage qui a inventé le cirage. C'est pas Cornichon qui a inventé les cornichons. C'est pas Clé de 12 qui a inventé la clé de 12. C'est pas Conserve qui a inventé la conserve. Et c'est pas Simèze qui a inventé la simèze. Mais c'est Colt qui a inventé le Colt. Oui, bien parlé. Sinon, c'est pas Durite qui a inventé les durites. C'est pas Drapeau qui a inventé le drapeau. C'est Dieu et non pas Dindon qui a inventé le dindon. C'est pas Dragone et c'est pas Discorde qui ont inventé la dragone et la discorde, mais c'est Diesel qui a inventé le diesel. Tout à fait. J'ajoute que c'est pas Pierre Ponce qui a inventé la pierre ponce. C'est pas Placard qui a inventé le placard. C'est pas Pneu qui a inventé le pneu. C'est pas Pipe, c'est pas Pétard et c'est pas Pruneau qui ont inventé la pipe, le pétard et le pruneau. C'est pas Pelle à tarte qui a inventé la pelle à tarte, mais c'est Poubelle qui a inventé la poubelle. Parfaitement. C'est pas Jean Bonneau qui a inventé le jambonneau. C'est pas Jus de pomme qui a inventé le jus de pomme. C'est pas Jeu électronique qui a inventé les jeux électroniques. C'est pas Gicleur qui a inventé le gicleur, principalement pour une raison d'orthographe. C'est pas Jante qui a inventé la jante. C'est pas Java qui a inventé la Java. Mais c'est Jacuzzi qui a inventé le jacuzzi. Bien dit, Simone. C'est pas Soufflerie qui a inventé la soufflerie. C'est pas Système D qui a inventé le système D. C'est pas Sarbacane qui a inventé la sarbacane. C'est pas Sceau qui a inventé le seau. C'est pas Sirop qui a inventé le sirop. C'est pas Sablier qui a inventé le sablier, mais c'est Strass qui a inventé le strass. Totalement exact. C'est pas Gaz qui a inventé le bec de gaz. C'est pas Verseur qui a inventé le bec verseur. C'est pas Lièvre qui a inventé le bec de lièvre. C'est pas Canne qui a inventé le bec de canne. Mais c'est Benzène qui a inventé le bec benzène. Bien envoyé. Et j'aimerais encore préciser que c'est pas Bibi qui a inventé le bibi. C'est pas Berlingot qui a inventé le berlingot. C'est pas Boomerang qui a inventé le boomerang. C'est pas Barbapapa qui a inventé la barbapapa. C'est pas benzodiazépine qui a inventé la benzodiazépine. C'est pas balle, c'est pas boule, c'est pas bille, c'est pas bulle, c'est pas bol qui ont inventé la balle, la boule, la bille, la bulle et le bol, mais c'est Braille qui a inventé le braille. Et c'est Mansart qui a inventé la mansarde. C'est Mansart qui a inventé le Mansart. Non, la mansarde. Mansarde. Bah oui, mais alors, quel est le rapport? Si Mansart invente le Mansart, ça marche. Si Mansarde invente la mansarde, ça marche aussi. Mais si Mansart invente la mansarde, je vois pas bien le rapport. Ah ben c'est vrai, t'as raison. Y a pas de rapport. Ou alors si, peut-être un tout petit rapport, dans la mesure où c'est par rapport qu'a inventé le rapport.
De même que c'est pas Rapluy qui a inventé le Rapluy. Oui, de même. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Mauvaise nouvelle, Simone, ce n'est pas du couteau à fromage que nous parlerons ce matin, mais de l'autocuiseur. Va pour l'autocuiseur. Avec une première information stupéfiante, le premier autocuiseur a été inventé en 1679 par Denis Papin, grand champion de la vapeur, comme tu le sais. Il appelait ça le digesteur d'aliments. C'était une marmite en métal très épais, munie d'une soupape de sécurité et d'un couvercle à pression bloqué par une traverse à vis. Et ce digesteur était destiné, selon son inventeur, à amollir les os et faire cuire toutes sortes de viandes. C'était la cocotte minute. Oui, mais avant la lettre. La cocotte minute, c'est une marque déposée en 1953 par les frères Lescure, propriétaires de la société SEB, Société d'emboutissage de Bourgogne. Les frères Lescure ont amené une innovation déterminante qui a enfin rendu fiable et abordable le très ancien principe de l'autocuiseur. Très bien. Mais alors, j'ose la question chère à Michel Chevalet, comment ça marche? Facile, ça marche sur le principe énoncé par la loi de Mariotte, ou loi de Boyle-Mariotte, pour ne pas être chauvin. Cette loi qui nous apprend que, pour un gaz donné, le produit de la pression par le volume divisé par la température est égal à une constante. PV sur T égale constante. Mais encore. Tu peux le prendre dans n'importe quel sens. À pression constante, si tu augmentes la température d'un gaz, alors, pour que PV sur T soit constant, le volume du gaz augmente. Le gaz se dilate. C'est la montgolfière. Admettons. Ou alors, si le volume du gaz est constant, lorsque tu augmentes la température, tu augmentes automatiquement la pression. C'est comme ça que tu fais exploser un œuf dans ton four à micro-ondes. Je ne fais pas ce genre de choses. Mais bref. Dans l'autocuiseur, le volume de la vapeur d'eau ne change pas. C'est seulement la pression qui monte. Et par conséquent, pour que PV sur T reste constant, la température monte. Dans ta cocotte minute, les aliments ne cuisent pas à 100 degrés, comme dans l'eau bouillante, mais à 110 ou 120 degrés, suivant le réglage de la soupape. Tu ne t'étonneras pas qu'ils cuisent finalement 3 fois plus vite. Mais oui, tout me revient d'un coup. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire cuire des pâtes au sommet de l'Everest. La pression atmosphérique étant inférieure à ce qu'elle est au niveau de la mer, pour que PV sur T reste constant, c'est T qui descend, et l'eau bout à 72 degrés, et les pâtes ne cuisent pas. C'est à peu près ça. Bon, en l'occurrence, c'est plutôt la formule de Clapeyron qui s'applique, mais c'est le même genre. C'est ce qui fait qu'on trouve au fond des océans des sources chaudes à 330 degrés et qui pourtant ne se vaporisent pas. Génial. Puis-je, fier et délicieux compagnon, te proposer un bilan des 4 semaines écoulées? Un bilan, dans quel sens? Nous avons évoqué le tire-bouchon, l'écumoire, le dessous de plat et l'autocuiseur. Pourquoi ne synthétiserions-nous pas tout cela en préparant une belle potée limousine, dûment écumée, en 30 minutes à la cocotte, le tour est joué, et nous arrosons tout cela d'une bonne bouteille de chirouble. Simone, c'est avec des gens comme toi que la science progresse. Oh, tu as ta part du succès, chérie, parce que c'est toujours toi qui sors la moutarde. Tu sors le chien, je sors la moutarde. Quelle harmonie! Ah. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Auguste Piccard était suisse. Il est né à Bâle le 28 janvier 1884 et il est mort à Chèbres le 24 mars 1962. Très bien.
Auguste Piccard était le frère jumeau de l'aéronaute Jean Piccard. Il est le père de l'océanaute Jacques Piccard et le grand-père de l'aéronaute Bertrand Piccard. Il y a du beau monde dans la famille Piccard. Un rapport avec les surgelés? Non. Les Piccard suisses ont 2 C. Très bien. Et je le connais, moi, cet Auguste Piccard? Forcément, tu le connais d'abord parce qu'il a largement servi de modèle au dessinateur Hergé pour créer le personnage du professeur Tournesol. La ressemblance physique est totale. Tournesol, c'est Piccard, et Piccard, c'est Tournesol. C'est un inventeur, donc. Oui, un grand. Il a découvert l'uranium-237, c'est déjà pas mal. 237, oui, c'est beaucoup. Et il a inventé le bathyscaphe en 1947. Qu'est-ce que c'est, le bathyscaphe? Le bathyscaphe, c'est un engin d'exploration sous-marine. Un bathyscaphe, Simone, est constitué d'une cabine sphérique en acier, pouvant accueillir 2 ou 3 passagers, suspendu à un flotteur rempli d'essence légère qui compense le poids de l'ensemble selon le principe d'Archimède. Donc le bathyscaphe descend au fond de l'océan par gravitation et il remonte en lâchant du lest, de la grenaille de fer en général. Merci. De rien. Et sinon? Sinon, je l'avoue, j'ai une tendresse particulière pour Piccard parce qu'il détient le record d'amplitude verticale mixte pour un être humain. C'est-à-dire? Eh bien, en 1932, il bat un record du monde en atteignant 16 000 mètres d'altitude dans un ballon stratosphérique à hydrogène. 18 ans plus tard, en 1960, il descend avec son bathyscaphe à la profondeur record de 35 800 pieds, soit environ 11 000 mètres, dans la fosse des Mariannes. 16 000 vers le haut, 11 000 vers le bas, ça nous fait 27 km d'amplitude. Personne n'a fait mieux, en termes d'amplitude mixte. Bah si. Les gars qui sont allés sur la Lune, ils sont montés à 360 000 km d'altitude, à quelque chose près. Il suffit qu'ils soient, une fois ou l'autre, descendus à 50 cm sous le niveau de la mer et le record de Piccard est allègrement pulvérisé. Ah oui, mais non, ça vaut pas. Comment ça vaut pas? Non. Il faut avoir fait au moins 5 km vers le haut et 5 km vers le bas. Sinon, ça vaut pas. Ah oui, si tu inventes une nouvelle règle du jeu toutes les 5 minutes, c'est trop facile. Bon, facile ou pas, je te dis que l'homme qui détient le record absolu d'amplitude verticale mixte, c'est Auguste Piccard. Moi, j'estime que ça vaut pas. Comment? Ça vaut pas. Comment? Rien. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxite, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, arrête-moi si je me trompe. D'accord. Je me trompe? Non, Alors pourquoi tu m'as arrêté? mais je t'ai pas arrêté. Si, tu m'as arrêté en disant « d'accord Ah, d'accord. Bon, je te dis plus rien, sauf si tu te trompes. ». D'accord. Tu vois, toi aussi, tu dis d'accord. Oui, je dis d'accord pour que tu t'arrêtes. Pourquoi veux-tu que je m'arrête? Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, mais on s'en fiche. C'est pas toi qui es en situation de te tromper ou de ne pas te tromper, c'est moi. J'ai compris. Alors, voyons un peu si tu te trompes. Non, en fait, te fatigue pas, je suis sûr de ne pas me tromper en affirmant qu'il est impossible d'identifier l'inventeur du calembour. Ça pipe. Comment? Du calembour, ça pipe. Celui-là même. Le calembour qui est la fiente de l'esprit qui vole, comme disait méchamment Victor Hugo. Élan, Hugo Élan, goéland. Le calembour est probablement apparu simultanément en différents points du globe à l'époque de l'apparition chez les hominidés d'un langage articulé, il y a quelques dizaines de milliers d'années. Nuphar. On ne pourra donc pas nommer un inventeur, l'auteur du tout premier calembour de l'histoire. Son nom, s'il en avait un, s'est perdu dans la nuit des temps. De Ville-d'Avray. Étant de Ville-d'Avray. En revanche, on peut nommer l'inventeur du système des 5 calembours sur Able. On peut le nommer parce que c'est moi, ma chère Simone. Là, tu m'intéresses. C'est quoi ces 5 calembours? Il y a d'abord durable, de lapin. Imparable. De lapin. Et puis, Impensable, de Fontainebleau. celui-là, en effet, est impérissable. De Fontainebleau. Ensuite, Irrévocable, de téléphérique. en effet, c'est impeccable. De téléphérique.
Il en manque 2. Intraitable de ping-pong. Celui-ci est tout juste acceptable, de ping-pong. Et enfin, Imbouffable de La Fontaine. proprement ineffable, de La Fontaine. Et en quoi ces 5 calembours forment-ils un système original? Non, pas original. Ils forment un système, tout simplement, un système de 5. Parce que je les ai groupés tous les 5 en système. Indiscutable, de ping-pong. J'ai envie de te dire bravo. Qu'est-ce que tu diras si je te dis bravo? Je dirais cabulaire. Bravo, cabulaire. Je peux me tromper, mais il me semble que nous n'étions jamais tombés si bas. Ratin. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, nous approchons de la fin de la saison. Et tu vas donc me demander qui a inventé les saisons. Oh non, non, ça c'est une affaire réglée, c'est Vivaldi. Il a inventé les 4 saisons d'un coup de maître. En revanche, il serait obscène que nous achevions cette saison sans nous demander qui a inventé la radio. Eh bien, soit, mon chéri. Demandons-le nous. Demandons-nous-le. Enfin bref, on se le demande. L'invention de la radio, Simone, est une très belle histoire européenne qui se passe bien avant la naissance de l'Europe politique. Oui, puisque si je ne m'abuse, on date l'Europe politique du traité de Rome, donc de 1957, alors qu'on donne généralement l'année 1901 comme date de naissance de la radio. 56 ans, ça fait un bail. Mais en quoi l'invention de la radio est-elle européenne? Elle est européenne, cette invention, Simone, parce qu'elle est le fait d'un Italien qui s'est appuyé de son propre aveu, car bien qu'Italien, il était honnête, je plaisante naturellement, il s'est appuyé sur les travaux d'un Allemand, d'un Français, d'un Russe et d'un Anglais. Des noms. Mais oui, j'y viens. La radio a été inventée par le physicien italien Guglielmo Marconi, qui a synthétisé, si j'ose ainsi m'exprimer, les travaux du physicien allemand Heinrich Hertz, celui qui a donné son nom à l'unité de fréquence des ondes électromagnétiques, les travaux de l'anglais Oliver Lodge, qui a mis au point la syntonie, je ne sais pas ce que c'est au juste, les travaux du russe Alexandre Popov, qui a inventé l'antenne, et enfin les travaux du français Édouard Branly, à qui on doit le cohéreur, je ne sais pas ce que c'est non plus, peu importe. En somme, Marconi, pour accompagner sa pizza, a réalisé un cocktail de bière, de thé, de vodka et de vin rouge. C'est une façon de voir les choses. On pourrait dire aussi que, pour peindre sa Joconde, Marconi a mélangé les palettes d'Holbein, de Turner, de Kandinsky et de Poussin. Bon, dans les deux cas, cette collaboration européenne et fortuite a quelque chose d'excitant, tu trouves pas? Si, et d'autant plus qu'il s'agit de la radio. J'aime bien la radio. Je ne sais pas te dire pourquoi, mais j'aime bien la radio. Si 5 savants européens s'étaient associés pour inventer la râpe à chou-fleur, j'aurais sans doute fait l'effort de dire bravo par correction, mais sans réelle conviction. Alors que la radio... Ouais. Mais je ne t'ai pas tout dit, Simone. L'histoire est encore plus européenne que tu ne l'imagines, dans la mesure où, en 1943, la Cour suprême des États-Unis a reconnu l'avance des idées en matière de radio du physicien serbe Nikola Tesla, dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui a donné son nom, comme tu le sais, à l'unité de mesure des champs magnétiques. Eh bien, la Cour suprême des États-Unis a donc accordé à Tesla, qui venait juste de casser sa pipe, mais je crois que ça n'a pas de rapport, le brevet de la radio fondamentale. Ouais, ça m'arrange pas trop cette histoire. Moi j'aime bien la radio, je crois te l'avoir déjà dit, et je voudrais bien savoir qui remercier. Marconi, Branly, Tesla, Lodge, Popov, Hertz... Désolé, Simone, je ne peux pas trancher. À mon avis, dans l'incertitude, le plus judicieux serait de remercier le bon Dieu. Sérieusement? Sérieusement. Bon, j'essaie pour voir. La radio existe, merci mon Dieu. Tu vois, quand tu veux. Vous écoutez France Culture.
Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je me sens un peu gêné aux entournures parce que je m'apprête à célébrer une nouvelle fois une invention dont on ne connaît pas l'auteur. On va finir par passer pour des charlots à ce train-là. C'est bien ma crainte, mais que veux-tu que j'y fasse? Et que veux-tu que la bonne y fasse? Non, je dis ça parce que la semaine dernière, l'invention sans inventeur, c'était le calembour. Alors je fais une petite piqûre de rappel, à tarte. Cette fois-ci pourtant, il s'agit d'une invention technique proprement révolutionnaire qui a changé en profondeur la vie des individus. Je veux parler de la valise à roulettes. Mais oui, qui se souvient qu'elle n'existait pas il y a seulement 25 ans, la valise à roulettes? Alors qu'aujourd'hui, on peut passer 10 heures dans une grande gare parisienne sans voir une seule valise à l'ancienne. Que des valises à roulettes à perte de quai. Écoute, la valise a dû apparaître il y a 5 siècles au moins. La roue avait été inventée 5000 ans auparavant et pourtant il a fallu attendre plusieurs siècles pour que quelqu'un, on ne sait pas qui, et c'est bien là le problème, ait l'idée d'équiper la valise d'une paire de roulettes, inventant ainsi ce que nous appelons la valise à roulettes, qui bouleverse jusqu'au concept même de valise. Une invention qui change la vie. Et qui ne demandait qu'à naître. Il suffisait d'y penser. Parfaitement. C'est la phrase prononcée par Christophe Colomb quand il a eu l'idée de l'œuf de Colomb. L'idée que, pour faire tenir un œuf dur droit sur une table, il suffit de taper l'œuf sur la table pour casser la partie inférieure de la coquille. Et l'œuf tient debout comme un grand. À ses commensaux hébétés, Colomb aurait dit « il suffisait d'y penser ». Oui. En même temps, faudrait pas qu'il la ramène trop, Christophe Colomb, parce qu'il devait bien connaître et la valise et la roue. Et pourtant, il n'a pas eu l'idée de la valise à roulettes, alors qu'il suffisait d'y penser. Il ne pouvait pas penser à tout. Il a pensé à l'Amérique, à l'œuf, à ses corps aux pieds. Il avait des corps aux pieds? Sans doute. Ou bien des démangeaisons dans le dos. Enfin, des trucs à penser en plus de l'Amérique et en plus de l'œuf, qui font qu'il n'a pas eu le temps d'inventer la valise à roulettes. Résultat, on ne sait pas qui l'a inventé 500 ans plus tard. Sans doute quelqu'un qui n'avait pas de problème de corps aux pieds, ni de démangeaison. Quelqu'un qui avait tout son temps pour penser à des trucs auxquels personne n'avait pensé avant lui. Tu vois, Simone, ça me donne envie de penser à mon tour. De penser à tout et n'importe quoi à longueur de journée, dans l'espoir de tomber à un moment sur une idée géniale, toute bête et toute simple à réaliser, un truc auquel il suffisait de penser. Par exemple, le cornichon volant. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, on connaît le cornichon depuis très longtemps. On sait faire voler des trucs plus lourds que l'air depuis assez longtemps aussi. Et pourtant, personne n'a inventé le cornichon volant, alors qu'il suffisait d'y penser. Ouais, il était suffisant d'y penser, d'accord, mais est-ce que c'était bien nécessaire? Parce qu'entre nous, quelle est l'utilité du cornichon volant? Qu'est-ce que ça a de révolutionnaire? En quoi ça change le sort de l'humanité? Bah si. T'es à table avec des amis, quelqu'un te dit « passe-moi les cornichons ». Tu es obligé d'agripper le pot de cornichon, de le soulever, de le déplacer latéralement sur plusieurs dizaines de centimètres, de le reposer à proximité du destinataire. C'est long et fastidieux. Alors que si le cornichon volant a été inventé, tu prends ton boîtier de téléguidage des cornichons, tu en fais décoller 2 ou 3 et tu les fais atterrir dans l'assiette du copain. C'est propre, c'est amusant, ça coûte pas cher, il suffisait d'y penser. Bon ben, le cornichon volant c'est fait, tu viens de l'inventer. Faut que je pense à autre chose. À quoi tu penses? Je pense à une vie de couple sans dispute. Génial, suffisait d'y penser. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je suis bien conscient que ce n'est pas de saison, comme on dit, mais nous allons célébrer ce matin l'inventeur de l'Anka. L'Anka. Cette petite collation bien sympathique qui permet de patienter en attendant le vrai repas. L'Anka.
Ce petit repas léger, souvent improvisé et généralement providentiel? Non, non, non. L'anka, le coupe-vent imperméable en nylon qui se roule et se range dans une pochette banane. Le kawaii, donc. Si tu veux, mais quand, en 1965, le fabricant de pantalons français Léon-Claude Duhamel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a inventé le kawaii, il l'a baptisé Anka, sous-entendu en cas de pluie. Ce n'est qu'un an plus tard que l'agence Havas a eu l'idée de rebaptiser ce coupe-vent kawaii, et ce nom, à consonance internationale, a certainement beaucoup fait pour le succès du produit. Ça tient un peu de choses, le succès. Mais c'est vrai qu'on se sent plus aventurier si on part en mer avec son kawaii que si on partait avec son anka. Les enfants, vous avez tous bien pensé à emporter vos ankas? C'est à qui l'anka jaune? C'est à toi, Mathieu? Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mon anka, moi? Personne n'a vu mon anka? Mon anka orange fluo. Est-ce qu'il va tomber? Je vais quand même pas sortir sans mon anka. Et sans compter les risques de confusion. On organise une sympathique petite sortie en mer avec toute la famille. La météo est mauvaise. On ne sera pas de retour avant le début d'après-midi. Il faut prévoir un anka et des ankas. Simone, toi tu te charges des ankas, moi je m'occupe des ankas. Vu de loin, on s'en amuse, mais songe un peu. Une famille de 6 qui, en 1965, à la suite de cette regrettable confusion, se retrouve sur le bateau, soit avec 12 kawaii, soit avec 12 sandwichs aux rillettes. Dans le premier cas, on a des gens surcouverts qui crèvent la dalle. Dans le second cas, des malheureux surnourris, trempés jusqu'aux os. Ne parle pas de malheur. Bon, en tout état de cause, la catastrophe a été évitée, puisque l'imperméable de M. Duhamel a été rebaptisé kawaii. Et là, on se comprend bien. Gérard, tu prends les imperméables et moi, je m'occupe des sandwichs. Ah non, Simone, ton exemple n'est pas bon. Tu n'utilises pas le mot kawaii. Et alors? Alors tu viens de nous expliquer à quel point il est heureux que le kawaii ne s'appelle pas anka, et dans ta démonstration, tu ne parles pas de kawaii. Eh bien, je vois pas le problème. Le problème, Simone, c'est que quand on veut démontrer la pertinence de la dénomination kawaii au détriment de l'appellation anka, la logique élémentaire impose de donner un exemple du type « Raymond, tu t'occupes des ankas et moi je me charge des ankas » et un contre-exemple du genre « Hubert, tu te charges des ankas et moi je m'occupe des kawaii ». Là c'est clair, mais si tu dis « Jean-Claude, tu t'occupes des ankas et moi je me charge des coupe-vents », ou pire encore si tu dis « Étienne, tu te charges des coupe-vents et moi je m'occupe du casse-dalle », tu ne démontres, Simone, en aucune manière l'utilité de l'appellation kawaii. Le voilà le problème. Mais te fâche pas, parce que tout ce que tu fais, c'est que tu réussis à m'embrouiller. De quoi je dois m'occuper finalement? Des coupe-vents imperméables en nylon coloré qui se rangent dans une pochette banane ou des tartelettes à la banane? Ah oui, parce que pour toi, une tartelette à la banane, c'est un anka. Oui, monsieur. Si on aime le sucré, une tartelette à la banane, c'est un anka parfaitement respectable. Foutaise, Simone. Un anka, c'est un sandwich aux rillettes, ou, à l'extrême rigueur, des petits tronçons de concombre surmontés à l'égyptienne d'une tranchette de Sainte-Maure de Touraine. Voilà, ça c'est un anka. Une tartelette à la banane, c'est une dînette pour les gosses. C'est un coupe-faim pour les mamies, c'est pas un anka. Tiens, le temps tourne à l'orage. Ouais, tu as raison. Allez, réfugions-nous sous la charmille. Où vois-tu une charmille? Ce sont des ormes. Tu m'agaces, Simone. Je sais, ça m'occupe. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxite, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Tu te souviens, Simone, que nous avons conclu notre dernière conversation sur le génie scientifique et l'invention technique par la fameuse phrase attribuée à Christophe Colomb à propos de son œuf « Il suffisait d'y penser Non, me souviens pas. ». Tu te souviens pas? Si, je plaisantais. Je me souviens très bien. Et donc? Eh ben voilà. La poussière a toujours existé, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun. Et pendant des millénaires, pour se débarrasser de la poussière, on soufflait dessus.
Et puis, en 1901, un ingénieur anglais, Hubert Cecil Booth, a eu l'idée d'aspirer la poussière. Voilà, il suffisait d'y penser. C'est donc ce Booth qui a inventé l'aspirateur. Presque. Il a conçu une sorte d'aspirateur, mais le problème c'est qu'il était trop gros. Qui? Booth? Non. Lui, il était plutôt assez maigre, très svelte en tout cas. Mais son aspirateur était trop gros. Il pouvait pas rentrer dans les maisons. Qui ça? Booth? Il pouvait pas rentrer dans les maisons. Non, son aspirateur. C'était un gros bazar qui devait stationner à l'extérieur de l'immeuble. Il y avait un long tuyau qu'on passait par les fenêtres pour aspirer la poussière dans les pièces. Ça aspirait, donc on était bel et bien en présence d'un aspirateur, mais il n'était pas très commode. Qui ça? Booth? Il avait mauvais caractère. Non, lui au contraire il était très flegmatique, comme tous les Anglais, mais son appareil n'était pas commode. Et ensuite? Il a fallu attendre 1906 pour que James Murray Spangler mette au point un aspirateur de taille plus raisonnable. Il n'était pas encore aussi compact que l'aspirateur moderne, mais il était quand même nettement plus petit. Qui ça? Spangler? Il était nettement plus petit que qui? Que Booth? Oui, il était plus petit, mais je ne parlais pas de ça, je parlais de son engin. De son engin? Oui, de son aspirateur. Ah, tu me fais peur. Et c'est encore 2 ans plus tard, en 1908, que l'Américain William Hoover dépose le brevet de son balai à succion mécanique, qui n'est autre que l'aspirateur domestique, qui nous facilite bien la vie et qui est dans le placard de l'entrée. Qui est dans le placard de l'entrée? William Hoover? Non, il est mort, Hoover, en 1932. Et son cadavre est dans le placard de l'entrée? Non, pas son cadavre, son invention, son aspirateur. Ah oui. Et il compte venir le récupérer un jour ou l'autre? Non, Simone. Non, parce qu'il est mort, d'une part, et non, d'autre part, parce que cet aspirateur ne lui appartient pas. Il l'a inventé, mais il ne lui appartient pas. L'aspirateur qui est dans le placard de l'entrée, c'est le nôtre. André le nôtre? Le jardinier de Louis XIV? Mais qu'est-ce qu'il fait dans le placard de l'entrée? Il dort, Simone. Il dort paisiblement. Et tu ferais bien d'en faire autant. Bah pourquoi? Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, voici venu notre dernier entretien sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Comme le temps passe. Oh, épargne-moi les banalités d'usage, je t'en conjure. Réjouis-toi plutôt d'apprendre que nous allons, pour cet ultime entretien, chanter la gloire de celui qui est peut-être le plus inventif de tous les inventeurs. Je ne vois pas. Réfléchis. Regarde autour de toi. Je ne vois toujours rien. Ah, le pape, le roi, le prince, le champion, le caïd, le grand Manitou de Je l'invention. connais pas. Moi? Toi? Tiens donc. Et peut-on savoir ce que tu as inventé? Oui, peut-on savoir. J'ai inventé, bon, c'est très récent, je le mentionne au passage, puisque ça date de ce matin. J'ai inventé la fourchette à salsifis. Ça fait bien longtemps que ça existe. Non, détrompe-toi. La fourchette, oui, c'est vieux. Je ne revendique pas l'invention de la fourchette. Mais la fourchette à salsifis est l'humilité, Simone, est l'élégance d'admettre que tu n'en avais jamais entendu parler. J'admets. Et sans vouloir te froisser, peux-tu nous décrire ton invention, nous narrer ses tenants et aboutissants? Absolument. La fourchette à salsifis est une fourchette qui permet de piquer les salsifis, le plus souvent pour les porter à sa bouche. C'est une fourchette, en somme. Oui, en somme, sauf que c'est une fourchette à salsifis. Qui diffère en quoi de la fourchette traditionnelle? Tu es buté, je le sens. Avec une fourchette traditionnelle, Simone, tu piques n'importe quoi. Tu piques tout ce qui se pique à la fourchette. Avec une fourchette à salsifis, tu ne piques que les salsifis. Comment on la reconnaît, ta fourchette à salsifis?
On la reconnaît grâce à un petit pictogramme en relief situé au bout du manche et représentant un salsifis. Stylisé, mais un salsifis. Si le pictogramme n'est pas là, c'est une fourchette traditionnelle. S'il est là, c'est une fourchette à salsifis, inventée par moi. Et supposons que je fabrique une fourchette ressemblant à s'y méprendre à une fourchette traditionnelle, mais sur le manche de laquelle je fais figurer en relief un morceau de reblochon. Dira-t-on que j'ai inventé la fourchette à reblochon ? Possible, encore faut-il que tu l'inventes. Pour le moment, ce ne sont que des mots. L'objet n'existe pas. À la rigueur, on peut admettre que tu as évoqué de manière très floue un concept brumeux de fourchette à reblochon, mais c'est pas ça qui fait exister l'objet. Moi, la fourchette à salsifis, je l'ai fait fabriquer par un orfèvre, à partir d'une fourchette traditionnelle. Tu vois que je joue la transparence. Et cet homme de l'art, dont je préfère ne pas dévoiler l'identité, a sculpté sur le manche un pictogramme représentant, avec maladresse, mais quand même, un salsifis. Ainsi est née la fourchette à salsifis, qui n'existait pas avant moi et qui a toute chance de me survivre aussi longtemps que Mère Nature fera pousser dans nos potagers cette savoureuse plante herbacée qu'on appelle salsifis, même si le plus souvent c'est d'une scorsonnaire qu'il s'agit. Eh bien, soit, je ne discute plus. Considérons que nous parvenons au terme de notre dernier entretien et quittons-nous bons amis sur cette nouvelle ébouriffante. François Rollin a inventé en juillet 2010 la fourchette à salsifis. Je crois discerner dans ton propos comme une pointe d'ironie. La pointe de la fourchette, probablement. Ah, écoute, y a rien à faire, je n'accroche pas à ton humour. Ça ira mieux en septembre. On a tous besoin de vacances. Et de salsifis. Non, chérie, pas de salsifis, de vacances. De repos, de calme, de vacances. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une essistaxite, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, tu n'es pas sans savoir que la lampe à incandescence inventée par Joseph Swan, puis perfectionnée par Thomas Edison, utilisait un filament en carbone. J'étais sans le savoir il y a 10 secondes. Mais maintenant je le sais, donc tout est rentré dans l'ordre. Mais le carbone n'est pas très résistant à la chaleur. C'est pourquoi les lampes à filament de carbone n'éclairaient pas très bien et s'usaient très vite. Tu m'en diras tant. Tout change en 1915, lorsque le chimiste et physicien américain Irving Langmuir a l'idée du filament en tungstène. Parce que le tungstène résiste très bien à la chaleur. Il peut grimper impunément à 2500 degrés. Et ça change tout. Ça change tout. Peut-être pas quand même. Ça change que les lampes éclairent mieux et plus. Mais ça change pas le niveau des océans, par exemple. Non, évidemment. Quand je dis ça change tout, c'est une expression. Je veux dire que ça change beaucoup de choses. Alors pourquoi tu dis pas tout simplement ça change beaucoup de choses? Si tu veux. L'invention par Irving Langmuir du filament en tungstène change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un peu vite dit. Ça change l'intensité lumineuse et la longévité des lampes, mais ça change pas grand-chose d'autre. Oui, en effet. Bon, c'est une façon de parler. Quand je dis ça change beaucoup de choses, je veux dire qu'il s'agit d'un progrès important en matière de lampes. Je comprends bien. Mais à ce moment-là, pourquoi ne dis-tu pas sobrement qu'il s'agit d'un progrès important en matière de lampes? Eh ben, je le dis. Tu dis quoi? Je dis qu'il s'agit d'un progrès important. Ouais. Pas si important que ça. Moins important, à mon avis, que le progrès apporté par Édouard Zubler, qui invente la lampe halogène en 1959. Qu'est-ce qui se passe, Simone? T'as une dent contre Irving Langmuir ou quoi? Une dent, non. Mais j'estime que quand on invente quelque chose qui va servir à tout le monde, on se débrouille pour avoir un nom prononçable. Pas ça qui manque. Pour un Américain, il y a Burton, Watson, Ford, Bush, Pink et j'en passe.
Simone, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe. On a d'abord un nom, et ensuite on invente, ou pas, quelque chose. Belle s'appelle Belle avant d'inventer le téléphone. Peut-être. Peut-être. Si c'est comme ça, quand on a un nom imprononçable, on s'abstient. On n'invente rien, ou alors on invente quelque chose qui sert à rien. Moi, si je m'appelais Simone Muet, je ferais serveuse dans un bistrot, pour qu'on m'appelle Simone tout simplement. On dirait « Simone, tu nous remets 2 grenadines, s'il te plaît ?» Et le tour est joué. Ouais. Ou bien on dirait « Simone, tu peux allumer les lampes à filament de tungstène, s'il te plaît? On n'y voit rien dans ton bistrot, je peux même pas lire mon journal. » Voilà. Une fois de temps en temps, un client qui m'aurait trouvé particulièrement accorte et jolie demanderait à un autre client « C'est quoi son nom de famille à Simone ?» Et l'autre répondrait « J'en sais rien. » En fait, personne n'en sait rien. On s'est jamais posé la question, on l'appelle Simone, et puis c'est tout. Donc, si tu avais été Einstein, tu n'aurais rien inventé. Non. J'aurais fait serveur dans un bistrot pour qu'on m'appelle Albert, tout court. Je ne serais pas mêlé d'espace-temps. C'est une façon de voir. C'est un éclairage nouveau, comme on dit. Eh ben oui.